électrotechnique à Julag, c'est des portes qui s'ouvrent ou c'est plutôt conçu comme une fin de formation? Le BTS, comme je le vois, ça doit être un tremplin. Ça doit être un tremplin, on doit vraiment l'utiliser, non pas comme un aboutissement, mais vraiment comme un... Vous pourriez développer ça? Parce que vous avez un bac scientifique, Oui, donc vous avez décidé de partir sur une formation technologique et professionnalisante. mhm, C'est que vous aviez donc réfléchi à la façon dont vous vouliez vous former. c'est ça. Je pars du principe que quand on commence à entreprendre des études, j'avais quand même ce besoin qu'il y ait une reconnaissance et une validation euh, Par un par diplôme. palier et Mhm. par un diplôme. J'ai envie de dire, bon, il y a les aléas de la vie, puis c'est vrai que être possible d'avoir, de pouvoir avoir quelques années professionnelles à la limite, si jamais, je sais pas, une formation, un nombre de places limité dans une formation en attente, il n'y a pas forcément d'échec Mhm. à arrêter ses études une année, mais si quelqu'un doit arrêter ses études une année et qu'il a un diplôme professionnalisant, il faut que les chances soient mises de notre côté pour ne pas perdre De temps de pas perdre de temps et et de compétences. ne pas perdre de vue l'objectif. Il Et me semble donc, que c'est Churchill qui avait dit le courage, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands et de ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Alors après, il faut savoir être patient aussi. donc, par exemple, vous, là maintenant, où vous en êtes? Vous avez fini vos deux ans dans Oui. la vallée de Joux et vous comptez aller travailler? Non, alors pas du tout. Là, j'ai envie de dire, je suis à ma donc, quatrième année d'études. J'ai les résultats dans 2 semaines. Quatrième année d'études et je suis pas encore à la moitié, logiquement. Alors, vous allez vers quoi? Alors, je m'oriente, il y a une réforme dans les diplômes de métiers d'art. L'année prochaine, donc je ne vais pas rester en Suisse, je reviens sur France, comme on dit chez les combiers de la vallée de Joux. Je reviens sur France et je vais monter donc sur Paris pour 3 ans pour faire un diplôme national des métiers d'art et du design, spécialité horlogerie, mention numérique et patrimoine. Donc ça, c'est la spécialisation de Paris. Il y a la spécialisation de Morteau sur innovation en horlogerie de luxe. Euh, Et donc, qu'est-ce qui fait que L'aspect vous avez numérique et patrimoine. choisi? Ouais. L'aspect numérique et patrimoine, sans hésiter, donc je me passionne particulièrement donc pour l'horlogerie, son histoire. Ce qui est paradoxal dans ma formation d'horloger de production en Suisse, c'est que c'était la meilleure école manuelle possible, mais qui conditionnait énormément à aller travailler sur une ligne de production. Mais l'horlogerie ne devrait pas, et n'est pas un métier, pour moi, n'est pas un métier industriel. Ça devrait être un corps de métier, c'est purement artisanal. C'est un compromis de compromis. Et dans la manière, dans la réflexion et dans les innovations scientifiques qu'il y a eu dans l'horlogerie, au XVIIIe siècle, 90% des inventions validées et retenues par l'Académie des sciences de Paris venaient du secteur horloger. Donc, parce que ça touche aux mathématiques, ça touche à la physique, à la chimie, et À la beaucoup mécanique? à l'histoire. Et à la mécanique, bien plus qu'on peut ne le penser. Ben, merci de prêcher pour ma paroisse quand je dis que la connaissance des grandes lois mécaniques et de l'histoire de la mécanique permet de faire des techniciens à la tête bien faite et bien pleine. Est-ce que vous en êtes d'accord? Je suis d'accord. C'est vrai que la mécanique, ça occupe quand même une place prépondérante dans le diplôme de technicien SIM, mais peut-être qu'on ne met pas un point d'honneur assez à ce niveau-là. On a trop vite tendance à s'égarer dans les projets de deuxième année et à oublier que la technique, ce n'est pas quelque chose d'artistique. Et donc là, pour l'année prochaine, concrètement, vous serez à Paris. Mhm. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos projets? Alors, première année, ça va être une mise en commun, mise à niveau de tous les horizons des élèves. Il y a des horizons vraiment très variés. Paris attire beaucoup des étudiants qui n'ont pas forcément fait d'horlogerie. Et la première année, je vais particulièrement travailler en dehors des cours avec un horloger restaurateur pour mettre un bagage. Donc là, c'est purement personnel à côté pour continuer d'enrichir mes connaissances bien pratiques que manuelles. Et puis après, deuxième année, ce sera plus de la restauration à l'école, de la restauration de pièces anciennes et un projet de conception et de fabrication de tout ou partie d'une pendule.
Donc là, le bagage de conception que j'ai accumulé pendant le diplôme de technicien et pendant mon expérience professionnelle chez Audemars Piguet est extrêmement important. Et en dernière année, ce sera en pratique encore de la restauration de pièces anciennes, donc pour le patrimoine, et pour l'aspect numérique, encore de la conception et fabrication de tout ou partie d'une montre cette fois-ci. Donc ça reste assez dense, mais finalement, ça représente que 15 heures de pratique. Il y a après tout l'aspect physique, mathématique, qui est donc de cours théoriques, qui est rapporté à l'horlogerie, de l'histoire des arts et de l'histoire des techniques aussi également. Donc, vous parlez de restauration et de remise en fonction, d'entretien d'horloges anciennes, mais ça signifie qu'il faut avoir une validation des monuments historiques. Est-ce que c'est ce vers quoi vous... Complètement. Alors du coup, le diplôme de métier d'art et du design, maintenant, ça donne un niveau licence. Et donc c'est pour ça que je disais que j'étais pas à la moitié de mes études. Donc j'ai fait 4 ans. Je vais commencer pour 3 ans à Paris. Et j'espère 5. Donc dans la foulée de cette licence, je voudrais faire je vais postuler, il faut que je fasse une demande spéciale à l'université Panthéon-Sorbonne pour un master en conservation-restauration des biens culturels. Et la demande spéciale, c'est pour la spécialisation objets scientifiques et techniques. Donc ce qui permet, on oublie beaucoup que, comme je disais, l'horlogerie c'était des inventions scientifiques et techniques, particulièrement au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Le fait d'avoir cette certification donc à l'issue du master de l'Institut national du patrimoine, ça me permettra de travailler directement et de manière autonome avec des institutions publiques, les musées de France, il peut y avoir le musée du temps de Besançon également, par exemple, le musée des arts et métiers de Paris qui a de très très belles œuvres horlogères. Et il y a le château de Fontainebleau, de Chantilly, donc, qui ont la pendule géographique de Janvier, par exemple, qui est l'une des œuvres du maître. Alors maintenant, si je fais le point sur votre formation, on peut dire que vous avez passé vos années lycée autour d'un bac scientifique pour aller vers de l'abstraction et des connaissances abstraites. Et puis après, en construisant votre parcours, vous êtes parti d'une base technique très pratique, très méthodique, très méthodologique, pour ensuite associer à cela l'histoire de l'art et les connaissances théoriques dans les domaines qui vous plaisent et qui vous conviennent. Donc, on peut dire que vous associez les deux pôles de façon équilibrée. C'est le choix que vous avez fait de votre formation. Mais bon, moi, je vous ai vu descendre et monter la rue de Vesoul, dégoulinant de sueur en courant par 35 degrés au soleil. Il semblerait qu'il n'y ait pas que ça dans votre vie. En fait, on a parlé souvent au lycée du facteur Chapuis. C'est le petit plus qui fait que vous faites du sport, vous avez une vie à côté quand même. Oui, pas mal. Non. Si, pas mal. Vous avez le temps. Oui, j'ai le temps. Il faut trouver, de toute façon, le temps, il faut l'avoir. Et puis, j'ai quand même demandé conseil aussi donc, à mon responsable il y a un petit mois chez Audemars Piguet. En Suisse, il y a cette possibilité qui n'existe pas en France de pouvoir, en emploi, à donc 75 ou 80%, comme on dit en Suisse, on peut diminuer le pourcentage auquel on est employé et tous les 2 soirs par semaine obtenir des diplômes, des masters en 2 ans et demi, 3 ans, des diplômes d'ingénieur en 5 ans, exclusivement en cours du soir. Et c'est ce qu'a fait mon responsable. Il a un bagage qui est assez impressionnant et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, je cumule pas mal. Là, je suis horloger, j'ai le diplôme d'horloger en Suisse, je suis jeune papa le week-end, je travaille 2h30 tous les soirs chez Audemars Piguet, je suis guide conférencier pour 2 musées différents, donc je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit voilà, tu as l'expérience, tu as 55 ans, tu as démultiplié, quels sont les signaux d'alarme auxquels il faut faire attention et jusqu'à quel niveau on peut pousser notre corps, la machine, notre réflexion. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est de toute façon, il faut s'aérer. Alors même quand on est fatigué, donc là c'est pour le côté sportif, même quand on est fatigué, il faut aller marcher. Je sais que quand vous aimez ça, hein, il faut aller marcher, il faut aller dehors, il faut être dans la nature, beaucoup. Et c'est très très important. J'avais vraiment besoin le midi de ne pas me poser 1 heure. Je prenais un sandwich, puis j'allais marcher dans la forêt. Bon, ça c'est l'avantage de la vallée de Joux. Mais il faut s'oxygéner, il faut marcher, et puis c'est pas parce qu'on est fatigué qu'il faut justement se priver de c'est purement physiologique, il faut bouger, et il faut s'aérer, et il faut penser à autre chose, il faut faire autre chose aussi. C'est important de bien structurer
j'allais dire, son ambition professionnelle, personnelle, de ne rien lâcher, et puis aussi d'accepter de faire des tâches qui ne sont pas forcément dans notre préoccupation. Moi, je vois les diplômes de technicien SIM. Faire un moule pour une roue dentée, c'était extrêmement intéressant sur le point de vue mécanique. Faire de l'injection plastique ne l'était pas, personnellement. Mais je ne regrette pas d'avoir fait de l'injection plastique pour autant. Et je ne vous parle pas de l'électronique. Oui, bon, on ne va pas toucher au sujet de l'électronique. Hein. Il y a monsieur Louis qui est là aussi pour ça et qui continue à œuvrer patiemment et avec rigueur là-dessus. Mais donc, une vie équilibrée. À part ça, on a entendu parler de conférences au Musée du Temps la semaine prochaine. Oui, les 24 heures du temps à Besançon. Alors j'ai été engagé un peu par hasard au Musée du Temps, finalement. J'étais allé on dirait que tout vous arrive par hasard, monsieur Chapuis, enfin écoutez. Alors en fait tout arrive par hasard, mais quand on commence à entreprendre et puis qu'on donne du cœur à ce que l'on aime, de toute façon, ça c'est un peu la théorie du Love Can Do d'Idriss Aberkan. Et il n'y a aucun prix Nobel qui a dit ouais mais de toute façon il fallait le faire. C'est celui qui a le prix Nobel dans une matière, il l'a forcément parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Alors je ne dis pas qu'il faut finir comme un cartographe guyanais à vivre qu'au milieu de ses cartes, même qu'il y en ait partout, ça dégorge de cartes de partout, puis qu'on se retrouvait 4 mois de vaisselle, puis manger dans des assiettes sales. Mais quand on commence à aimer ce qu'on fait et qu'on est un vrai passionné, alors il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas faire de notre passion un métier. Moi je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis. Qu'il faut avoir d'autres centres d'intérêt à côté de notre métier, mais bon, moi j'ai fait des semaines de 60 heures depuis 2 ans, j'ai jamais eu le sentiment d'aller ni travailler ni étudier. Et quand vous faisiez vos conférences avec les petits dans les musées? Alors ça c'était un sacré défi parce que il faut se mettre... La première conférence que j'ai fait au Musée du Temps, il y avait 40 personnes et l'âge allait de 8 ans à peu près à 80-90 ans. Et puis j'en ai fait une en Suisse, donc dans un musée en Suisse, où là j'avais 26 enfants. C'était la première fois que je faisais une conférence pour 26 enfants, donc fallait les tenir, entre guillemets, ils étaient jeunes. Et puis finalement, quand on arrive à faire quelque chose d'assez ludique, il faut vraiment faire attention aux outils de communication qu'on emploie avec les jeunes par rapport aux adultes. Quand on commence à avoir un aspect ludique, à faire en sorte que ce soit une récréation, mais une récréation culturelle, la culture c'est pas une tare, hein. Et puis... finalement, les questions les plus pertinentes étaient posées par les enfants les plus jeunes. Vous avez un exemple précis? Un exemple précis, quand je parle de l'Astrolabe pour la mesure du temps, je vais leur parler de Bagdad, par exemple, qui était la capitale scientifique du temps de Charlemagne, autour de 800-850. Et puis on va me poser la question, oui, mais alors capitale scientifique, mais quels étaient les un jeune de, je pense, 9 ans, m'a demandé pourquoi Bagdad était la capitale scientifique et qu'est-ce qu'il fabriquait. Mais quand je lui ai compris, Bagdad fabriquait principalement de la connaissance, le jeune avait compris. Le jeune avait compris et il a compris ce que j'entendais par connaissance. Ça m'a agréablement étonné. Et puis, du coup, ça a donné envie aux autres jeunes de 9 à 11 ans de continuer de poser des questions. Et finalement, les grands de 17 à 18 ans, c'était plutôt ceux qui étaient dans le fond et désintéressés. Je vous remercie, monsieur Chapuis. Je pense qu'on va vous rejoindre dès samedi au Musée du Temps et vous écouter avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.